Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Mathieu, je ne veux pas parler bien sûr de dictature sanitaire, c'est une expression qui est complètement débile, sauf qu'on a l'impression qu'effectivement que la gestion de la pandémie au Québec, c'est le one-man show de François Legault et que l'opposition ne se fait pas entendre. Alors, y a-t-il autre chose en ce pays que nous aimons plus que tout que la pandémie qui dévore tout? La réponse, c'est non. Donc, ça occupe tout l'espace public. On ne peut parler que de ça. Qui parle d'autre chose est associé à des sujets périphériques d'une manière ou de l'autre. Il est satellisé. Or, il faudrait bien quand même parler de 2 ou 3 autres sujets. La rumeur veut que dans quelques mois, il y aura une élection générale au Québec, une élection nationale, que le Québec sera amené à faire des choix qui portent sur son avenir. On sait que lorsqu'on n'est pas occupé à parler sans arrêt du variant Omicron, eh bien, le français régresse au Québec. La majorité historique francophone est chassée symboliquement de Montréal. Le Québec perd en autonomie. La loi 21 est contestée par un régime hostile qui conteste notre existence comme peuple. On pourrait multiplier les références, mais non. Alors, la question que je me pose, c'est, puis on voit en plus, j'ajoute que là, la lune de miel est terminée. Le spin gouvernemental se retourne contre le gouvernement. Moi, je le dis parce que je le crois vraiment. Je ne pense pas un instant que François Legault veut mal faire. Je pense qu'il gère comme il peut. Je pense qu'il fait de son mieux, vraiment. Mais le fait est qu'il arrive au moment où la population a décroché. Elle ne se reconnaît plus dans ce qui se passe. Elle considère que c'est soit mal géré, soit qu'il faut gérer tout autrement, ou à tout le moins, il faut faire des modifications d'approche, puis le gouvernement n'en est pas capable. On a sacrifié Horacio Arruda, il le fallait probablement, mais la prochaine étape, on ne sait pas exactement ce que ce sera. Donc, tout cela dit, il y a une porte ouverte pour l'opposition. Et la question que je me pose, c'est dans quelle mesure l'opposition, les 3 oppositions, on pourrait ajouter le Parti conservateur de Duhem, il est sur un autre registre, peuvent se faire entendre. Alors, allons-y dans le désordre. Le Parti conservateur de Duhem, bon, il existe, c'est-à-dire, il y en a qui considèrent que c'est marginal. Ça existe, c'est le parti de l'anti-sanitaire. Bon. C'est un créneau, il existe en tant que tel. C'est pas un créneau gouvernemental, mais il a réussi à percer sur la critique de l'enjeu sanitaire. Pardon, parlons des 3 autres partis qui pourraient, d'une manière ou de l'autre, peser dans notre vie politique. Il y a le Parti libéral. Son problème de fond, le Parti libéral, c'est qu'il est tellement enfermé dans ses forteresses électorales, des forteresses que personne ne songe même à lui prendre, tellement le vote dans ces comtés-là est massivement pro-libéral. Le Parti libéral n'est plus connecté aux francophones. Et je pense qu'il est pour un moment incapable de connecter minimalement avec eux parce qu'il ne le veut pas, parce qu'il n'est pas traversé par l'angoisse de la disparition du peuple québécois, qui est une angoisse qui traverse globalement les Québécois francophones, quel que soit leur milieu social, quel que soit leur milieu de vie. Donc, l'étape réconcilions-nous avec les francophones est difficile pour les libéraux. On se rappelle quand ils ont voulu faire du nationalisme, ils ont présenté leur projet d'oxygène nationalisé, presque d'oxygène public. Là, j'ai pas le projet, pas public, j'ai pas le projet exact en tête, mais ils voulaient que la grande révolution, le prochain maître chez nous serait celui de l'oxygène. C'est un peu limité. Il manquait quelque chose. Pour Québec solidaire, manifestement, ils existent, mais ils ne sont pas capables de sortir de la fonction tribunicienne de gauche. C'est-à-dire, c'est le parti protestataire, c'est le parti d'opposition, c'est le parti woke. Il progresse donc dans ses comtés à Montréal et dans les comtés à l'extérieur de Montréal qui ont une sociologie à peu près semblable à celle de la métropole, donc les quartiers étudiants, les villes étudiantes, là où il y a une population. Mais est-ce que Québec solidaire est capable de se développer une culture de gouvernement? Pas vraiment. C'est la part manquante de ce parti. Et on l'entend, mais son espace de croissance est limité par cela. Puis quant au Parti québécois, il est dans une situation particulière, c'est que les gens pourraient l'écouter, mais ils ont décidé qu'il était mort ou presque mort. Dès lors, la principal obstacle au Parti québécois, c'est d'être capable de déjouer la rumeur, n'est-ce qu'une rumeur, mais déjouer la rumeur de sa propre mort annoncée, qui amène plusieurs à se dire, bon, on pourrait bien voter pour eux, mais ils sont finis, c'est terminé. Le Parti québécois connaîtra le sort de l'Union nationale autrefois. Son cycle historique est terminé. Paul Saint-Pierre Plamondon a beau faire du travail tout à fait honorable. Il était hier à Tout le monde en parle et il s'en est bien tiré, franchement.
Ça faisait longtemps d'ailleurs qu'on l'attendait, tout le monde en parle, une invitation propre. C'est comme si on avait oublié de l'inviter. Il était très bon hier, mais les Québécois ne se posent pas en ce moment la question de leur indépendance. Quand ils se posent la question de leur identité, c'est la CAQ qui y répond pour l'instant, même si c'est insuffisant. Par ailleurs, le Parti québécois, donc personne n'imagine prendre le pouvoir aux prochaines élections et on se questionne sur son existence même. Mais si le PQ est capable de nous dire « je survivrai et maintenant écoutez-nous », ce qui est le grand défi du PQ, eh ben là, il va être capable de jouer un peu dans le débat. Mais on le voit que donc la CAQ maîtrise le débat encore. La CAQ est fragilisée, mais maîtrise encore les termes du débat. C'est dans ce paysage politique que les partis d'opposition sont appelés à évoluer. Tu disais, en France, la COVID, la crise, la pandémie, c'est un sujet. Ici, c'est le sujet. Écoute, la preuve de ce que tu dis, Mathieu, est que c'est très difficile de parler d'autre chose. Il y a un homme à Arvida qui a décidé de se tuer, de tuer ses enfants. Il a volé de la dynamite. Il a placé de la dynamite de façon délibérée, très froide. C'était planifié dans sa maison pour faire le maximum de dommages. C'est aussi grave que lorsque Guy Turcotte a tué ses enfants de façon sauvage. C'est aussi grave, et je dirais même, à la limite, quasiment pire, parce que c'était vraiment planifié, et c'était en page, je sais pas, en page 10, cette histoire-là. Non, mais c'est que le réel devient périphérique. C'est-à-dire que pire que tout, je te l'avoue, ce que tu racontes m'avait échappé. Et pourtant, Dieu sait que je consacre plusieurs heures par jour à garder un contact intime avec le Québec, parce que je serais incapable de m'en détacher, tout simplement, parce que j'y tiens plus que tout. Mais c'est passé sous le radar complètement. Mais tout passe sous le radar en ce moment. Tout passe sous le radar. C'est un peu ça qui est étonnant. Rappelle-toi quand, sur un tout autre registre, quand les fédéraux disaient vouloir profiter de la pandémie pour augmenter massivement l'immigration, on n'en a pas vraiment parlé. C'est comme si, fondamentalement, la seule actualité disponible, c'est l'actualité pandémique. Puis je le redis souvent parce que, bon, on a chacun nos raisons d'être touchés par ça, mais je pense à la situation de tous ces gens qui ont le cancer et qui... si on le voit leurs opérations reportées, chacune de ces histoires-là, puis je les vois passer ces histoires-là, me fait rager. Bon, et je comprends que quand ça arrive, puis quand notre existence d'un homme, d'une femme est compromise, je comprends que le reste devient périphérique. Mais le propre du politique, c'est d'aller au-delà de l'émotion sincère et brutale et d'être capable de rappeler minimalement, je dirais, la diversité des thèmes qui font une nation. En Europe, on commence, en ce moment, je le vois beaucoup, on commence à se dire, bon, ben là, on a les mesures de soutien à la population à cause de la COVID. C'est important, il fallait. Mais là, à quel moment ça va se retourner contre nous par une inflation incroyable, par une crise économique majeure? On commence à en parler. On devrait en parler chez nous aussi parce que cette question-là va se poser tôt ou tard. Mais, relative absence de cette question dans l'espace public, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'insularité mentale du Québec dans la crise présente. Et si notre Québec que nous aimons, voyait ce qui se passe ailleurs, il se dirait, OK, je vois l'ensemble, ça dédramatise pas la crise, elle est présente, mais ça nous rappelle que l'existence ne saurait se définir exclusivement. J'ai l'impression de dire une banalité ici, mais quand j'écris sur ça, plusieurs personnes, des gens de bonne foi, j'en doute pas, m'écrivent pour me dire, M. Bock-Côté, vous banalisez la COVID, vous faites comme s'il n'existe plus, vous vous fichez de la crise. J'avais pas l'impression de dire ça, mais j'ai l'impression qu'on est tellement dans cette logique de gestion de crise à tout prix sur le mode de l'urgence qu'on en est venu à s'empêcher de voir les choses un peu autrement. Comment tu vois ça, toi? François Legault a été élu pour gérer le gouvernement en temps normal. Et là, est arrivée la pandémie. La pandémie, c'est une super crise. Il n'a pas été élu pour ça. Moi, j'aimerais que l'opposition se fasse entendre. L'opposition dit, Monsieur Legault, vous prenez des décisions extrêmement importantes. Le couvre-feu, fermer les commerces le dimanche, la passe sanitaire, etc. On veut en débattre absolument. Legault dit non. Les travaux parlementaires vont reprendre le 1er février. Vous allez attendre le 1er février. Non, moi, j'ai besoin qu'on dépolitise cette gestion de la crise-là et je veux entendre l'opposition là-dessus. Ben justement, moi, je reprendrai ton analyse et je n'utiliserai pas le même mot du tout. Parce que je veux entendre l'opposition, parce que je pense qu'il faut débattre des mesures, je pense qu'il faut, tout au contraire de dépolitiser, il faut repolitiser la gestion de la crise. La repolitiser, c'est-à-dire en faire un enjeu politique, la mettre au cœur du débat public, en faire un objet de délibération. Le propre du politique, c'est le désaccord. C'est le désaccord civilisé surmonté par l'argumentation. Bon. Eh ben, ça, je pense que c'est ce qu'on devrait faire en ce moment. Il faut politiser au maximum la crise au sens où elle doit devenir un enjeu politique. Ça peut pas être un enjeu
se dérobe à toute délibération, à toute discussion, à tout débat. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Ensuite, François Legault n'a pas été élu pour ça, mais ça, on se rappelle, c'est la part inavouable de la démocratie. C'est que la démocratie, on vote pour un parti, un programme, mais ensuite, les circonstances font que ça correspond jamais exactement à ce qu'on avait programmé ou désiré. Quelquefois, il y a des événements absolument inattendus qui arrivent, puis les autorités légitimes doivent répondre. Je pense que François Legault fait ce qu'il peut là-dedans. Je pense qu'il le fait vraiment. Mais je pense qu'on arrive à un moment où le temps des oppositions est nécessaire, que chaque opposition se fasse entendre. Puis c'est nécessaire, parce que sinon le décrochage civique va être massif. Je te donne quelques exemples. J'entretiens des amitiés dans plusieurs familles politiques au Québec. Puis je fais le tour et je ne trouve personne en ce moment qui est pas dans le double discours. C'est-à-dire, d'un côté, on veut pas passer pour celui qui fait semblant que c'est pas grave. Mais de l'autre côté, on se dit, mais c'est qu'il y a quelque chose qui marche pas, puis ça, c'est même au gouvernement. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un tel scénario? Je pense qu'il faut ramener le débat parlementaire à l'avant. Concernant ce qui se passe en France et les attaques là, qu'on dit que tu banalises la situation. Bon, tu as écrit en disant qu'en France, on peut continuer de voir nos amis, d'aller au resto, la vie continue. Et là, il y a des gens qui, moi, m'écrivent, tu as lu ton ami Mathieu Bock-Côté, pourquoi c'est pas comme ça au Québec? Et là, je leur dis, c'est parce que lorsqu'on décide d'ouvrir et d'alléger les mesures, on accepte qu'il va y avoir une hausse du nombre de cas. Le système de santé en France est capable d'absorber cette hausse-là. Pas ici. Pas ici, là. On est en train, il y a 80% des opérations chirurgicales qui sont reportées. Comment ça se fait que notre système est aussi fragile que ça, bon Dieu? Non, parce que ce qu'on appelle chez nous le délestage, en France, ils appellent ça la déprogrammation. Puis ça existe aussi, ça, du temps passant. Je croisais tout récemment une amie qui a vu son l'opération de sa mère déprogrammée parce que un patient non vacciné, covidien, prenait sa place. Hein? On le voit ici aussi. Je pense, puis ensuite, bien franchement, quand je regarde l'état du système de santé en France, ensuite, il y a des nuances entre le nôtre et le système français, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais dans le débat public, là, si on analyse le débat public, il occupe l'inquiétude par rapport à la capacité du système de santé de tenir est à peu près la même. Je pense que c'est plus grave au Québec, on s'entend, mais globalement, le niveau d'inquiétude est à peu près semblable. C'est pour ça que moi, je ramène à la question dite culturelle. D'un pays à l'autre, on aborde cette crise-là différemment. Les pays latins l'abordent différemment des pays nordiques. Les Québécois l'abordent différemment des Français. Puis, ce qui me semble, moi, ce que je vois dans la crise chez nous, c'est que c'est le réflexe, je dirais, du banc de poissons des Québécois, le réflexe de l'encabanement, le réflexe du hors de l'église, point de salut, et le fait qu'on est une société qui, alors, comme tout le monde, on aime la liberté, là, mais on aime peut-être un peu moins la liberté que le confort. Et puis on en avait déjà parlé sur un autre registre en d'autres temps, le confort et l'indifférence. Je pense que dans le cadre de la COVID, plusieurs, pas tous, mais plusieurs ont trouvé dans les mesures de confinement une forme de confort mental. C'est-à-dire, on a l'impression de faire on a l'impression de faire ce qui est nécessaire. Plus le geste est fort, plus on se donne l'impression d'agir collectivement. Et j'ai l'impression qu'il y a de la culture québécoise, son rapport à l'amitié, son rapport à la vie sociale, son rapport à la liberté, son rapport aux joies de l'existence, son rapport à la légèreté de l'existence, tout ça se révèle dans la crise. Eh bien, j'ai l'impression que le réflexe le plus fort, c'est tous ensemble, on fait bloc à travers les mesures, mais on oublie que la vie ne saurait se limiter à la simple survie biologique. Et puis quand on nous dit, oui, vous pouvez prendre des marches, je prends des nouvelles de la météo montréalaise et québécoise chaque jour, il y a quand même des limites à se faire croire que moins 30, c'est comme environnement. Faut pas raconter l'histoire. Moi, tous les porteurs de tucs convaincus, les porteurs de salopette, de mitaines et ainsi de suite, c'est bon les gars, c'est du ski de fond. Pour le reste de l'humanité civilisée, c'est plutôt préférable de se voir à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et là, je dis ça sans mépris, mais faut quand même ficher la paix aux gens. Puis personne dit faut faire une tombola, personne dit on va faire une grande fête à coups de milliers. Non. Juste être capable de restaurer la part minimale de vie sociale sans laquelle l'existence est dégradée. Disant cela, je constate que je vais déjà trop loin pour plusieurs et je m'en désole. Et moi, ce qui me fait mal, c'est pour les jeunes. La jeunesse, ça arrive une fois dans ta vie, ça passe extrêmement rapidement. La jeunesse, l'insouciance, expérimenter et tout ça. Tu ne fais pas ça quand tu es sur le marché du travail puis tu commences à bâtir une famille et tout ça. Tu fais ça quand tu es jeune et on leur vole littéralement leur jeunesse. Je suis d'accord à 100%. Je suis d'accord, l'insouciance, c'est le privilège d'un moment de l'existence.
et il est suspendu. C'est un privilège suspendu. Il y aura une génération sans insouciance, dont on a vécu ça autrement. Il y a eu des guerres, tout ça. Mais moi, quand j'entends dire oui, mais il y a eu les guerres, donc ce qu'on vit en ce moment, c'est pas grave. Non, je pense qu'à l'échelle de l'histoire, ce qu'on vit, c'est grave. Et cette insouciance qui est confisquée, je pense que cette génération-là, d'une manière ou de l'autre, en paiera le prix tôt ou tard. Tout à fait. Et demain, j'aimerais qu'on discute, de comment on peut donner le goût du français aux jeunes. Il y a eu un gros dossier publié dans le journal ce week-end. J'aimerais qu'on y revienne et j'aimerais t'entendre là-dessus. 400e anniversaire de Molière, j'écris sur ça demain dans le journal, ça va faire plaisir. Oh wow, hâte de te lire. Salut, bye. Bye bye. À la campagne de vaccination contre la COVID-19. Nous recherchons des personnes pour administrer les vaccins, des préposés à l'entretien, des agents administratifs, des préposés à l'accueil et des agents de sécurité. Vous êtes étudiant, retraité, vaccinateur? Faites la différence et contribuez à améliorer la santé de la population en participant à cette opération d'envergure. Informez-vous et manifestez votre intérêt dès maintenant sur jecontribuecovid19.gouv.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec. Est-ce que vous avez vu celui de la fille de Terre-Neuve et de son journal intime quand elle avait 10 ans? Elle l'avait oublié dans une cachette secrète. 26 ans plus tard, elle nous lit des extraits de son journal qui parlent des deux garçons pour qui elle a eu un kick à 10 ans. Bjorn et Geoffrey. Il faut le voir. TikTok. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Alors, Mathieu, hier, avec ma douce, nous avons regardé un documentaire de 2 heures sur Molière, fait par Stéphane Bern, le fameux animateur d'émissions historiques en France. Et tu veux nous parler justement du 400e anniversaire de Molière. En passant, tu sais qu'il y a beaucoup de gens, des historiens même sérieux, qui croient que c'est Corneille qui écrivait ses pièces et non lui. Oui, bon, en ce matière, il y a des gens qui doutent de l'identité de Shakespeare et ainsi de suite. Donc moi, j'accepte globalement l'idée qui me semble admise et tout à fait légitime que Molière a existé, que Shakespeare a existé et que Jésus-Christ a existé et en dernière instance, on en pensera ce qu'on veut. Mais on leur accordera le statut ou non de fils de Dieu dans le cas du troisième. Mais cela dit, ce qui est intéressant en fait, c'est de voir la signification de la commémoration, parce qu'en France, on le voit, le 400e anniversaire de la naissance de Molière, ce que ça représente, en fait. Ce que représente non seulement son œuvre en particulier, mais ce que représente ce qu'on pourrait appeler les véritables classiques, c'est-à-dire une littérature qui a touché les problèmes éternels de l'âme humaine, les problèmes éternels des sociétés humaines, qui derrière, des sociétés varient à travers le temps, d'une société à l'autre, elles changent, d'une culture à l'autre, on ne retrouve pas les mêmes configurations sociales, mais il y a certaines réalités qui traversent les époques, les sociétés, les peuples, les civilisations. L'hypocrisie, l'hypocondrie, le discours de ceux qui prétendent tout savoir et qui parlent de tout sans rien savoir, sans rien. Donc il y a une forme de génie, en fait, à la fois de l'âme humaine. Je dirais que les auteurs de l'Antiquité ont su explorer vraiment l'âme humaine dans les grandes passions, les passions qui l'emportent. Et l'originalité, probablement, de Molière, mais c'est le cas de bien d'autres, il y a quand même un pas chez lui. Certains diraient que c'est un moderne avant les modernes. Je dirais qu'il dévoile derrière les apparences sociales, en fait, il dévoile derrière justement les conventions sociales, la vérité des êtres, la vérité, l'artifice des relations sociales, le caractère dédoublé, la comédie, en fait, dans laquelle nous jouons tous d'une manière ou de l'autre. Et de ce point de vue, ça demeure un auteur éternel, un auteur immortel, à tout le moins impérissable, vers lequel se tourner. Et pour nous, Québécois, qui avons un rapport trouble à la langue française. C'est-à-dire, c'est notre langue, on l'aime, c'est le cœur de notre identité, le cœur de notre vie, pour le dire à la manière de Michel Rivard. Mais au même moment, on a quelquefois cette idée qu'on la parle à notre manière, on ne va pas la parler comme des Français de France. Et moi, j'aurais tendance à dire un instant, la langue de Molière, on pourrait dire Corneille, Racine, et ainsi de suite, les grandes figures de la langue française sont aussi les nôtres. C'est notre littérature aussi, c'est notre histoire aussi de mille manières. Et de ce point de vue, on aurait tout avantage à féconder notre langue par la leur, parce que quelquefois, les Québécois n'ont pas toujours la passion de la précision, ils n'ont pas toujours la passion du terme exact, ils n'ont pas toujours la passion, justement, d'une langue soutenue. Ça a ses charmes, hein. Il y a une forme de familiarité dans le français québécois. Je pense qu'un petit détour par Molière, et de ce point de vue, qui faisait partie de notre tradition en 1960, hein, ça, c'est la chose que je reproche à la Révolution tranquille. Moi, j'aime beaucoup
beaucoup la Révolution tranquille, mais ce que je lui reproche, c'est de nous avoir fait rompre exagérément avec tout un patrimoine de civilisation occidentale, et bien renouer avec ça, c'est une manière de renouer avec une part enfouie de nous-mêmes. Et Molière, on l'oublie, mais il a mis en danger sa carrière à de nombreuses reprises. Hein. Il avait été pris sous son aile par Louis XIV. Il n'hésitait pas à critiquer Louis XIV devant le roi. Il n'hésitait pas à critiquer le clergé religieux qui était omnipuissant à l'époque. On espérait autant de courage de nos artistes aujourd'hui. Oui, bon, ils n'ont pas la même fonction dans le dispositif public, disons ça comme ça. Le courage est une vertu qui est assez rare d'une époque à l'autre, en soyons honnêtes, quelles que soient les époques. Le courage, c'est l'exception plus que la norme. La norme, c'est le conformisme social. La norme, c'est l'adhésion aux règles telles qu'elles sont. La norme, je dirais même quelquefois, c'est accepter de faire le contraire de ce qu'on croit juste parce qu'on fait ce que la société nous dit de faire, tout simplement. Et les courageux sont assez rares, et de ce point de vue, nos artistes ne se distinguent pas, je dirais, ni en mieux ni en pire. Ils ont un côté quelquefois artiste officiel, hein, mais ça c'est le mauvais côté, je dirais, c'est l'héritage du 20e siècle. Cela dit, si on revient à cet esprit justement des textes classiques, tu dis le courage, il se moquait effectivement des puissants. Le drame de notre époque, c'est plutôt que de se moquer des puissants, on se moque des faibles. On aime rire du plus faible. Puis quelquefois, ça peut être drôle, ça, du temps passant. Moi, je suis pas de ceux qui veulent interdire l'humour quand ça se tourne vers plus faible ou que soit vers la marge. Quelquefois, ça peut être très drôle et puis c'est pas interdit, mais il faut quand même s'apprêter culot quand même pour être capable de s'en prendre aux plus puissants. C'est plus rare. Et de ce point de vue, eh bien, c'est la vertu corrosive de l'humour qui devient de ce point de vue une vertu politique et sociale. Je veux t'entendre sur les gens là, qui montent des pièces de Molière et sous prétexte de le faire aimer des jeunes, transposent l'univers de Molière, par exemple, dans une ruelle à Hochelaga-Maisonneuve, les habille en punk, fait parler le malade imaginaire sur un cellulaire ou envoyer des tweets sous prétexte d'être moderne. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on a le droit de faire ça ou on devrait présenter Molière tel qu'il était, là? Ben moi j'ai un préjugé négatif, disons ça comme ça, qui me semble fondé. Ça m'exaspère profondément l'idée que pour le rendre moderne, il faudrait le plonger dans les codes de notre époque. On pourrait inversement dire que malgré un décor ancien, il parle à notre réalité. On va toujours trouver des hommes de théâtre qui sont capables de recréer de manière géniale une œuvre dans des conditions tout à fait nouvelles, qui vont finalement, comme tu dis, le mettre dans une ruelle avec un téléphone. Là. Je suis persuadé qu'il y en a un génie sur 1000 qui est capable de faire ça. Pour le reste, normalement, c'est simplement céder à une nouvelle mode, et pour actualiser Molière, on va finir par le réécrire en écriture inclusive. Et ça me semble pas une bonne nouvelle. Mais donc non, j'ai un préjugé négatif envers cette espèce d'innovation. Une fois que c'est dit, il se peut arriver qu'on tombe sur un créateur génial qui réinvente le tout, mais globalement, je préfère quand même le respect des formes anciennes, qui ne sont pas un obstacle, soit du temps passant, pour comprendre ce qu'on appellera la modernité du propos, ou plutôt l'intemporalité du propos. Mathieu, dans les années 60, ici au Québec, je me souviens de Jean-Louis Roux, là, qui était sur scène et qui parlait comme ça, et puis avec le français de France et tout. Est arrivé Michel Tremblay avec Les Belles-Sœurs. Là, c'était les pièces en joual. Certains disent que ça a appauvri notre langue. D'autres disent que c'était un passage obligé. C'est un geste d'affirmation. Qu'est-ce que tu en penses? Je crois que c'est un geste d'affirmation, mais le propre d'une transgression, c'est de féconder la norme de quelque chose d'autre, et ensuite on revient à la norme. On parle un peu ces jours-ci de la mort de Jean-Claude Laure, qui était un cinéaste, réalisateur, en fait, que j'aimais beaucoup. Il avait fait les premiers lancers-comptes, et on le sait que dans les premiers lancers-comptes, il y avait justement, c'était la pénétration de la langue ordinaire à la télévision québécoise, puis il y a quelque chose là-dedans qui était libérateur, c'est-à-dire, à un moment donné, il faut quand même se retrouver un peu minimalement. Mais une fois que c'est dit, ça ne peut pas être la norme, c'est-à-dire le français qu'on doit enseigner, le français qu'on doit parler, doit être un français, me semble-t-il, plus construit, plus soutenu. Les Québécois, on a la malheureuse habitude de dévorer quelquefois nos mots. Hein. Je le vois par effet de contraste, puis ça m'affecte comme ça affecte tout le monde. On a tendance à dévorer nos propres mots. Bon. Mais une fois que c'est dit, le passage par les œuvres classiques, c'est justement une école de supériorité dans le bon sens du terme. Ça nous tire vers le haut, quelle que soit notre naissance, quel que soit notre milieu d'origine, ça nous tire vers le haut.
Et ça, c'est quand même formidable. Mais donc, j'aime beaucoup Tremblay. Hein. C'est simplement que pour moi, c'est pas la seule expression légitime de la culture québécoise. Et il y a une expression plus classique qui me semble tout à fait réconciliable avec ce que nous sommes. Et tu sais, ce côté condescendant, là, on parle aux gens ordinaires, donc on va parler en joual pour se faire comprendre. Monsieur et Madame tout le monde éprouvent un plaisir immense lorsqu'ils écoutent, par exemple, Fabrice Lucchini parler. Ils sont capables de le prendre. Mais Claude Jasmin l'avait raconté, ça, je l'ai pas lu directement, mais l'anecdote m'était racontée. Il s'était mis à écrire en joual un moment donné, puis dans sa famille, on dit, mais pourquoi tu te mets à parler comme ça? Puis il disait, je veux faire peuple, en gros. Et puis là, on lui avait répondu, en gros, mais tu penses qu'on t'a envoyé à l'école pourquoi? Lui croyait renouer avec son milieu, mais en fait son milieu sentait qu'on le méprisait s'il ne faisait justement pas usage du capital culturel qu'on lui avait transmis par l'éducation. Et tu sais, à l'époque des Beaux Dimanches à Radio-Canada, les gens s'habillaient propre pour regarder les Beaux Dimanches. On leur présentait du théâtre classique et tout ça, de la musique classique. Et monsieur et madame tout le monde, même de milieu populaire, pouvaient suivre. Bien sûr, mais les formes, que ce soit l'élégance vestimentaire, que ce soit le souci de la langue, que ce soit simplement le souci de la politesse, des conventions légitimes, des convenances, parce qu'elles existent, le commun des mortels apprécie ça. Il faut pas avoir une vision dégradée du commun des mortels, comme si fondamentalement pour faire peuple, fallait faire je dirais vulgaire et tout ça. Non, il y a une dignité des gens ordinaires qui existent. Et cette idée que pour être authentique, il faudrait être déglingué, je n'ai jamais acheté ce discours. Ben écoute, tu en es la preuve. Là. Je veux dire, il y a des gens de quartier populaire qui t'écoutent, qui t'adorent, qui te suivent et tout ça. Et on peut pas dire que tu baisses ton niveau de langage pour te faire comprendre d'eux. Absolument pas. Moi, j'ai toujours l'impression que, franchement, quand on nous dit qu'on se donne... En fait, quand les gens se donnent un accent, c'est-à-dire ça, on en a déjà vu, là. Les gens qui passent 3 semaines à Paris, ils reviennent, puis à jamais ils vont parler avec un accent parisien. Ça m'énerve comme tout le monde. Franchement, je veux dire, calmez-vous, les gars. De l'autre côté, je veux dire, me semble-t-il que le propre d'une éducation de qualité, c'est de permettre à chacun de s'exprimer avec le souci du mot juste. Hein. C'est pas original, le souci du mot juste. Et ça permet aussi au contact d'œuvres qui sont immenses. Ça permet d'enrichir notre esprit, de nous enrichir intellectuellement, d'avoir une compréhension plus fine de la nature humaine. Bon, ça fait pas nécessairement de nous des meilleurs êtres humains. Hein. Il y a de parfaites ordures cultivées. Mais en dernière instance, ça permet quand même d'élargir la palette de l'expérience humaine. Et de ce point de vue, eh bien, je pense que ce n'est pas mépriser le commun des mortels que de supposer qu'il est capable, justement, d'aimer les belles formes, appelons ça comme ça. Et puis franchement, le commun des mortels, le peuple, appelons ça comme ça, il a un désir d'excellence, lui aussi. Pourquoi faudrait-il toujours le caricaturer? Tremblay, on le redit, c'est un moment important. Pourquoi? Parce que au-delà du côté populaire, c'est que ça nous ressemblait comme peuple. Je dirais, à un moment donné, 2 siècles et demi de domination anglaise, à ce moment-là, 2 siècles, un peuple qui avait été dominé, humilié, dont la langue avait été broyée, il fallait représenter ce que nous étions. Mais ce que nous étions, c'était aussi une aliénation. C'est ça qu'on oublie toujours. C'est que Tremblay, c'était nous, mais c'était un nous aliéné et humilié. Bon, je suppose qu'un peuple plus affirmé, plus sûr de lui, plus construit intellectuellement, plus construit culturellement, ça donne plus Tremblay. Et c'est pas de dire du mal de Tremblay que de constater qu'il a saisi dans l'âme de notre peuple à un certain moment, mais ça ne saurait être le point d'aboutissement. Merci beaucoup, Mathieu qui parle la langue de Molière, qui parle la langue de Michel Tremblay, la langue de Stromae et oui, la langue aussi qui était celle de Karim Ouellet. Ouais, merci beaucoup. Merci, Mathieu. C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur québec.ca/vaccin COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation, de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec. Est-ce que vous avez vu celui de la fille de Terre-Neuve et de son journal intime quand elle avait 10 ans? Elle l'avait oublié dans une cachette secrète. 26 ans plus tard, elle nous lit des extraits de son journal qui parlent des 2 garçons pour qui elle a eu un kick à 10 ans. Bjorn et Geoffrey. Il faut le voir. TikTok. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Mathieu, je rêve ou tu veux me parler de hockey?
Non, le hockey n'est qu'un prétexte, bien évidemment. Ne nous trompons pas. Mes compétences sur le hockey sont de je sais qu'il y a des bâtons, je sais qu'il y a des rondelles, je sais que les Français appellent ça un palais, et c'est un peu tout. Mais, ce qui se passe, cela dit, donc le nouveau directeur général du Canadien, il y a eu ce qui est intéressant, ce sont les débats que ça a suscité sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. Et c'est l'occasion de reposer la question de l'identité, appelons ça, de qu'est-ce qu'un Québécois. Parce qu'on le sait, le nouveau directeur Ken Hughes, c'est pas Michel Poitras, c'est pas Jean Boivin. Donc plusieurs se demandent, ah là là, mais il n'aurait pas fallu un Québécois francophone, un Québécois classique, un Québécois figure classique pour occuper ce poste. Et moi, je me dis que c'est certainement la mauvaise manière d'aborder cette question que de faire passer appelons ça, le détecteur à québécitude à toute personne dans de telles fonctions. Il y a deux manières, me semble-t-il, de mal aborder la question identitaire au Québec, c'est pour s'assurer de rien y comprendre. La première, ce serait évidemment de réduire un Québécois sur un simple mode juridique ou administratif. En gros, le Québec serait une communauté d'individus sans lien culturel, sans lien historique, et il suffirait d'y habiter pendant un temps pour être pleinement québécois. Donc, il suffirait qu'un touriste s'installe chez nous pour quelques semaines pour devenir québécois. Bon, ça ne peut pas être seulement ça. De l'autre côté, ça ne peut pas être non plus strictement un Canadien français comme on le disait autrefois. Je veux dire, manifestement, le groupe canadien-français n'est pas seul possesseur de la référence à l'identité québécoise, d'autant qu'il a depuis longtemps accepté l'idée qu'on pouvait le rejoindre. Et il est possible de venir de Kabylie, il est possible de venir du Japon, de Chine, d'Espagne, du Chili, et d'Haïti, de rejoindre l'identité québécoise. Donc, là, la question, il me semble, l'angle par lequel on peut aborder ça, c'est vraiment l'angle de l'histoire. Puis ça, j'y reviens toujours. C'est que pour poser la question de l'identité québécoise, il ne faut pas vérifier le taux de québécitude de l'un et de l'autre, mais simplement se dire, à l'échelle de l'histoire, il y a un peuple. Dans ce peuple, il y a une majorité historique qui le fait vivre, qui en est le noyau, qui en est le symbole, qui en est la figure de référence, qui doit demeurer clairement la majorité démographique et ainsi de suite, elle ne doit pas fondre. Et c'est parce que ce peuple est là, cette majorité historique est là, que des gens qui viennent de l'extérieur peuvent s'y intégrer, peuvent la féconder, peuvent y apporter leurs différences, peuvent y apporter quelque chose de nouveau, la faire évoluer. Mais pour que l'autre puisse féconder ce nous, il faut que le nous historique soit là. Il me semble que ce sont des espèces d'évidences pour penser le destin des peuples, mais ce qui me frappe quand je vois l'espèce de querelle sur Twitter aujourd'hui, c'est que là, les gens se passent comme s'il se passait une espèce de thermomètre dans la bouche de degré de québécitude. Là, les gens disent oui, on est ouvert. D'autres disent non, vous êtes fermés. On oublie que quelquefois, les Québécois ouvrent les bras, tendent la main, puis d'autres disent non, être Québécois, ça me tente pas. Montréalais, oui, Canadien, oui, Québécois, non. Mais me semble-t-il que si on cherche à réduire ça sur le mode soit l'administration, soit d'ethnie, on se condamne à rien comprendre, et c'est le langage de l'histoire qui, encore une fois, peut nous éclairer, surtout pour penser le Canadien de Montréal. Et quand on voit le directeur général qui, par ailleurs, parle français, justement, et ainsi de suite, eh bien, je ferai pas un procès à ce gars-là. Manifestement, il a passé les épreuves, un peu ça, des tests nécessaires pour montrer qu'il s'intéressait à la majorité historique francophone. Donc, je me vois mal ensuite décider de dire, c'est pas partie des descendants des 60 000, dégage. Ben oui, je lisais, moi aussi, sur les médias sociaux, c'est ça, un autre anglophone, blablabla, puis là, ça sera pas bon pour la présence des joueurs francophones dans le hockey, puis tout ça, c'est une claque en pleine face qu'on a reçue. Ben non, le gars, il parle français, et au contraire, il faut applaudir ça, il s'intègre au Québec. Ben voilà, c'est-à-dire que, et là, c'est pour ça qu'il faut pas penser en termes de strictement individuel. C'est-à-dire, à un moment donné, le type qui vient pas, appelons ça, de la majorité historique francophone, d'accord, mais il a pris les codes culturels qu'impose la majorité francophone pour fonctionner au Québec. La majorité francophone impose des codes culturels. Puis c'est important qu'elle les impose. Puis elle démissionnerait de sa propre histoire si elle ne les imposait pas. Mais une fois qu'elle a imposé ces codes-là, puis d'autres les respectent, ben, il est là, le deal est là, c'est-à-dire, parfait, il a rejoint le groupe, il respecte les règles, puis il va être capable de parler en français aux Québécois. Et puis par ailleurs, n'oublions pas, si on veut aller jusqu'au bout de cette logique, que quand on avait les directeurs généraux québécois, francophones, et ainsi de suite, l'équipe était pas plus francophone pour autant. Il vaut la peine de le dire. Puis ça me fait penser à une autre controverse qui a eu lieu en France en 2018, je ne me trompe pas, début 2018, qui était assez intéressante. C'était autour du concours de Jeanne d'Arc à Orléans. Alors, en gros, chaque année, il y a la possibilité pour la ville d'élire une Jeanne d'Arc dans la ville. Et
Et en 2018, la Jeanne d'Arc qui avait été choisie était une jeune femme métissée, qui était plus de physiquement qui donnait plus l'impression de venir du monde africain que du monde européen. Mais là, donc ça fait scandale chez certains identitaires militants, mais dans ce cas-là, une vraie conception fermée d'identité, qui dit c'est pas possible, ce n'est pas une européenne, elle ne peut pas être une vraie Jeanne d'Arc. Et là, on dit un instant, là, il y a des codes à respecter. La jeune fille, il fallait être catholique. Elle était catholique, il fallait aimer la France. La jeune fille aimait la France, il fallait s'identifier à l'identité française. La jeune fille s'identifie à l'identité française. Si elle a fait tout ça, est-ce qu'en dernière instance, on va dire non, t'as pas la bonne couleur de peau, t'as pas la bonne lignée depuis 2000 ans, tu ne peux pas être Jeanne d'Arc, tu ne peux pas être française. Eh ben non. La fille avait passé tous les tests d'intégration imaginables sur Terre. Et bien, à partir de là, l'idée, c'est qu'une identité est justement riche dans sa capacité à intégrer des éléments nouveaux pour peu que les éléments nouveaux l'aient embrassé. Alors moi, c'est ce qui m'agace avec cette espèce de querelle que je vois sur les réseaux sociaux. Dieu sait que je ne suis pas de ceux qui veulent raser la dimension culturelle et identitaire d'un peuple. Mais une fois que cette identité est respectée, impose des normes, impose des règles, puis d'autres les embrassent. Et on se dit, bonne nouvelle. C'est ça. Là, je lis là qu'il a toujours parlé français et ses parents parlent français aussi. Donc, à un moment donné, là, qui dit qu'il est pas québécois là, il faut pas faire ce procès-là. Cela dit, je pousse cette réflexion-là que tu vas plus loin. Et je veux t'entendre là-dessus. Et là, on va parler un petit peu de hockey. Il y a des gens qui disent, ça prend davantage de joueurs francophones chez les Canadiens parce que c'est notre équipe, c'est l'équipe des francophones. Il y a des gens qui disent, on s'en fout, on veut des joueurs qui scorent, qui comptent des buts, qui font en sorte que le Canadien se hisse parmi la meilleure équipe, que la personne compte un but, qu'elle parle tchèque ou russe ou français, ça ne compte pas. Qu'est-ce que tu en penses? Alors ça, c'est paradoxal. C'est-à-dire que manifestement, l'idée d'avoir une équipe avec presque aucun francophone pour être capable de remporter la Coupe Stanley, ça fait un bon moment qu'on l'essaye et ça fonctionne pas. Donc, on pourrait dire... manifestement, ce qu'on a comme stratégie en ce moment, ça ne fonctionne pas pour le Canadien de Montréal. Je retournerai ça en disant que les Québécois entretiennent un rapport particulier avec le Canadien de Montréal. C'est une équipe identitaire pour eux. C'est comme si, c'est pas qu'une équipe professionnelle de hockey, c'est un de leurs symboles d'identité collective. Le mot Canadien, faut pas l'oublier, le mot Canadien réfère, c'est l'ancien nom des Québécois. C'est, avant de s'appeler des Québécois, on était des Canadiens français, avant d'être des Canadiens français, on était des Canadiens, puis Canadien, c'est la couche profonde de l'identité québécoise. Puis il y a eu une époque où on était dominé, humilié, soumis à notre propre pays, mais le Canadien de Montréal, avec les Québécois qui y jouaient, on peut remonter assez loin de Maurice Richard, évidemment, mais Guy Lafleur, ensuite, on était dans une autre époque, mais Jean Béliveau, c'était un vecteur d'identité nationale. Donc les Québécois continuent, quoi qu'on en dise, de voir dans les Canadiens de Montréal une forme de vecteur d'identité nationale. Et c'est pour ça qu'on comprend qu'on aimerait avoir des joueurs qui s'identifient au pays. Mais le problème, c'est que le sport professionnel s'est transformé partout dans le monde et les équipes nationales, les équipes traditionnelles nationales, pèsent de moins en moins devant une logique de mercenaires et ainsi de suite. Il n'en demeure pas moins que d'une manière ou de l'autre, le Canadien de Montréal doit envoyer le signal qu'il a le souci du peuple qui s'investit en lui. Trouve-moi une autre équipe qui est aussi mauvaise pendant 20 ans et qui réussit à conserver la fidélité de son monde autant. Mais si déjà les Québécois sont aussi fidèles aux Canadiens, c'est parce qu'à travers les Canadiens de Montréal, c'est une partie d'eux-mêmes qui s'exprime. Donc c'est pour ça que là-dedans, c'est un rapport trouble mais révélateur par rapport au Québec. Et pour les tournois internationaux, là, par exemple, je sais pas, tournoi de ski ou de hockey, tout ça, est-ce qu'on devrait avoir une équipe nationale québécoise? Oui, mais on a eu ça d'indépendance du Québec. Ça là-dessus, c'est assez clair. Moi, je sais que il y a des gens qui disent oui, on pourrait commencer avec une équipe nationale, puis ci, puis ça. Je suis pas contre en soi, mais pour moi, c'est toute une série de gestes compensatoires. C'est-à-dire, le jour où le Québec va être un pays indépendant, il va y avoir une équipe nationale du Québec dans le monde, tout simplement. Il va en avoir une de hockey, il va en avoir une de curling, il va en avoir une de crosse et de pétanque. Il va avoir tout ce qu'il faut. Mais là, c'est comme si on voudrait avoir tout ce qui vient avec l'indépendance sans devenir indépendant. C'est bizarre. Oui, c'est la compensation symbolique des Québécois. Les Québécois, on dirait de ce point de vue, on dirait qu'ils inversent les causes. L'indépendance du Québec nous donnera une identité parachevée, nous donnera une citoyenneté, nous donnera des équipes de sport à l'international, nous donnera des ambassades, nous donnera tout ça. Mais c'est comme si à vouloir s'acheter des morceaux de souveraineté sans faire le geste qui est nécessaire et qui fonde le tout, il y a une part manquante. Il y a une part terriblement manquante. Mais ça, c'est la part manquante de notre
partie de notre pensée politique collective au Québec ces années-ci. T'sais, on en est venu à oublier le rôle du politique au sens fort, de la souveraineté, des institutions. Mais bon, une fois que c'est dit, une fois que l'indépendance du Québec va être faite, je vais être très heureux d'applaudir l'équipe nationale de hockey, l'équipe nationale de baseball et l'équipe nationale de bowling. Et de boulingrin. Et les gens doivent absolument lire la chronique de Mathieu aujourd'hui. Cela aurait pu être moi, où il parle du délestage, parce que tu aurais pu être victime du délestage, étant donné que tu l'écris pour la première fois. Tu as eu un cancer récemment. Je dis aux gens d'absolument lire cette chronique-là essentielle. Merci Mathieu. Merci, bonne journée. Merci, salut. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Il n'y a rien de pire lorsqu'on fait de la radio, qu'on a un scoop, là. On a une histoire incroyable qui va faire jaser tout le monde, puis on peut pas sortir ce scoop-là. Ça fait une demi-heure que je suis sur une histoire. Je peux enfin le dire. Bon, c'est officiel. Alors, Mathieu Bock-Côté se présente comme candidat pour le Parti conservateur de Québec. Salut Mathieu, bravo. Ah ben, mais pourquoi viens-tu de le révéler publiquement? J'espérais attendre encore faire monter la pression, faire monter le désir. Mais non, je pense que comme ça, en fait, je vais contester l'investiture d'Anne Casabonne. Mais t'es d'accord avec Éric Duhaime lorsqu'il dit qu'il faut lever les mesures sanitaires? Dit, tout ça est faux, là, mais oui. Ben oui. Mais non, mais en fait, il est d'accord avec Éric Duhaime. Permets-moi de reformuler. Okay. Je pense qu'un peu partout dans le monde occidental en ce moment, on commence à se dire... est-ce que c'est tenable je dirais pas durablement, est-ce que c'est encore tenable, surtout devant Omicron, qui n'est pas la vague, c'est pas Delta, c'est une vague d'une toute autre nature, qui c'est quoi la formule, presque une dose de vaccin gratuitement administrée à chacun. Est-ce que c'est tenable encore de fermer les restos, interdire aux gens de se voir, et ainsi de suite? Est-ce qu'on peut se repayer là, durablement, au-delà du fait qu'on l'a fait en début d'année au Québec, chez nous, les effets d'un autre confinement? Et là, je pense qu'on n'y est plus. Tout simplement, la vie doit reprendre ses droits en intégrant la variable COVID qui est réelle. Et ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas avoir des mesures résiduelles. Par exemple, le masque dans les transports en commun. Ça me semble plutôt de bon sens dans les circonstances. Le masque à l'hôpital. Ben oui, ça me semble plutôt de bon sens dans les circonstances. Mais globalement, je pense que l'heure est venue. Pour reprendre la formule d'un médecin français que j'ai entendu aujourd'hui à la radio à Europe 1, je perds son nom, mais c'était très intéressant. Il dit, à un moment donné, la pandémie, il faut décider d'en sortir. Ce qu'il entendait par là, c'est pas que on décide que le virus n'est plus là. C'est qu'on constate, après 2 ans, qu'on change d'état d'esprit, que si on est toujours dans le paradigme covidien, il va toujours avoir, d'une manière ou de l'autre, une nouvelle vague ou un nouvel élément, un nouveau variant qui va nous obliger à fermer, ouvrir, et ainsi de suite. Et là, il arrive un moment où on se dit, ben là, on en sort. Puis à moins, évidemment, comme je dis, qu'on retombe dans Ebola ou la peste, il est temps de rompre avec cette espèce de paradigme. C'est ce que font les Britanniques, dis-je en ce moment, les conservateurs de Boris Johnson, qui sont quand même un peu plus sérieux que les conservateurs de M. Duhaime, pour le dire comme ça. C'est ce qu'on fait ici et là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des restes de mesures sous le signe d'une forme d'intelligence prudente, mais on n'est plus dans cette société confinée. Et je pense que globalement, on en est là. Mathieu, avec tout le respect et l'admiration que j'ai pour toi, souvent tu critiques les Québécois en disant vous regardez la télé américaine et vous croyez que ce qui se passe aux États-Unis se passe ici au Québec. Par exemple, l'affaire de George Floyd, des gens disent ça n'a pas de bon sens, les policiers sont racistes, et tu venais toujours à dire non, on vit au Québec, on vit pas aux États-Unis. Eh bien, on vit au Québec. On vit pas en Angleterre, on vit pas en France, on vit pas à Miami où les mesures ont été levées. On vit au Québec avec une situation toute particulière, avec un système de santé qui est extrêmement fragile, l'un des plus fragiles au monde. Il faut faire avec. Et là, moi, de dire, oui, mais à Londres, c'est comme ça, puis à Miami, c'est comme ça, je m'en fous. On est ici. Tu aurais tout à fait raison sur le fond des choses. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils le font ailleurs qu'il faut le faire chez nous. Mais ce que je regarde, c'est est-ce que globalement la situation, tout en sachant qu'il y a des différences de pays, de sociétés, de culture, est-ce que globalement la situation est pareille? C'est-à-dire, le poids des hospitalisations, le poids des réanimations, l'effet du variant Omicron, est-ce que globalement on a des situations comparables? Je ne dis pas identiques, mais comparables. Et je crois qu'on est, avec tout ce que je lis là-dessus, pour pas que je me fasse une tête, qu'on est dans du comparable sur la question covidienne. Là où le comparable n'est pas le même, c'est dans la philosophie d'approche de la crise. Puis on se le dit souvent, les Québécois sont plus
sont plus obéissants que d'autres. Les Français sont plus rebelles et rétifs. Les Britanniques, à un moment donné, ils ont été flegmatiques dans l'adhésion aux mesures, mais Boris Johnson, pour différentes raisons, considère qu'il veut mettre un terme à cela. C'est en ayant à l'esprit non pas le désir de faire comme ailleurs, et non pas l'idée de plaquer notre situation sur les autres ou l'inverse, mais une forme de comparaison en disant, bon, à moins de considérer que jusqu'à ce qu'on ait complètement effacé la COVID de nos vies, on reste en état d'urgence et de tension et en état de stress permanent, il y a une étape qui doit être franchie. Et cette étape, me semble-t-il, c'est justement, donc, tu sais, quand on dit en finir avec les mesures, ça veut dire globalement quoi? Pardon, permettre aux gens de se rassembler, je pense que c'est essentiel. Permettre aux gens d'aller au cinéma, au théâtre et tout ça, c'est essentiel. Permettre aux gens d'aller au restaurant, c'est essentiel. Ensuite, dans des grands rassemblements publics, s'il faut conserver le masque, on conservera le masque. S'il y a j'entends des mesures résiduelles, mais sinon, à un moment donné, c'est qu'on s'est habitué à la norme, appelons ça, d'un confinement plus ou moins étendu. Puis tout ce qu'on fait, c'est qu'on varie l'extension du confinement. Je sais bien, mais regarde bien ça. Moi, tous les jours, je parle à des urgentologues, à des intensivistes, à des gens qui travaillent dans les hôpitaux et qui me disent tous la même chose. Si on lève les mesures, la liberté qu'on va avoir, elle va être temporaire parce qu'il va y avoir automatiquement une hausse de cas. Et là, on est au maximum, au maximum. Ça veut dire qu'il y a des travailleurs de la santé qui vont péter une fuse, qui vont quitter. Et là, ça va être la spirale vers le bas. On ne peut pas se permettre ça. Je comprends qu'on est tanné, là, mais c'est pas nous qui décidons, c'est le virus qui décide. Oui et non. C'est-à-dire le virus nous impose une situation. Ensuite, vu l'état du système de santé au Québec, qui est notre collègue Emmanuel Latraverse a été une des premières, sinon la première, à révéler, je pense, une étude de l'OCDE qui disait que globalement, le système de santé québécois est à la traîne. Hein, et qu'ensuite, ça a été repris depuis 10 jours. Là, tout le monde s'est mis à commenter la nouvelle du journal. Mais bon, on a ce fait-là. Il est réel. Ensuite, sachant que le système de santé ne sera pas réformé en 6 mois, en 1 an, en 2 ans, là, que le problème est structurel, est-ce qu'on va être, comme société, otage du système de santé jusqu'à ce qu'il soit capable de traiter toutes les vagues éventuelles de la COVID? Les effets du confinement qui débordent la seule question des salles d'urgence, de réanimation et tout ça, je pense que on est en train de le payer tellement cher, mais tellement cher chez nous. Puis permets-moi de le dire, je le dis pas sur le mode je veux plaquer la situation parisienne sur ce qui se passe au Québec. Vivant à Paris en ce moment, j'ai le privilège de ne pas subir ces mesures. Et si j'analyse la situation chez nous, c'est pas sur le mode ça me tape sur les nerfs perso, je suis plus capable de le vivre. C'est que je regarde ça, puis je trouve qu'il y a une excentricité québécoise dans la normalisation des mesures de confinement. Et je comprends la situation des soignants. Dieu sait que je la tourne pas en ridicule. Mais si on se fie aux médecins, globalement, ils voient le monde exclusivement, principalement à partir du prisme de l'hôpital. Je les comprends. Mais c'est le seul. Non, mais c'est le seul. Toi-même, tu as écrit là-dessus hier que tu aurais pu, toi, être une victime du délestage. Faut penser à ces gens-là. S'il y a une augmentation du nombre de cas, écoute, on va tomber à un niveau de délestage 5. Niveau 5, ça veut dire 90% des opérations qui vont être reportées. On ne peut pas se permettre ça. Ça serait criminel. Et je le comprends. C'est-à-dire, je comprends l'idée, j'entends. C'est-à-dire la question du délestage, moi je la trouve brutale. Mais je n'ai pas de doute sur le fait qu'il y a des opérations qui nous est moralement interdit de reporter, quels que soient les moyens utilisés ensuite. Une fois que c'est dit, la question de l'hôpital, comme je dis, elle est centrale. Mais si nous ne vivons qu'en fonction des capacités hospitalières du système de la santé au Québec, on en a pour des années à vivre sur un régime de confinement partiel ou temporaire. Non, pas pour moi, je suis pour la levée des mesures, bien sûr, en temps et lieu. En temps et lieu. Il faut pas le faire trop tôt. Regarde, toutes les indications le disent, ça va baisser. Ça va baisser le nombre d'hospitalisations. Peut-être dans 1 semaine, peut-être 2 semaines, peut-être 1 mois, peut-être 2 mois. Et là, on pourrait le faire. Oui, mais moi, je te soumets comme hypothèse que il va toujours y avoir, puis je ne dis pas des oiseaux, là. Il va toujours y avoir des gens qui, d'un point de vue qui est raisonnable, là, des urgentologues, des médecins, tout ça, qui vont nous dire que c'est pas le temps. C'est inévitable dans tout. Je regarde ça en Europe parce que j'ai eu l'occasion de le suivre. Partout où ils décident de lever des mesures, il y a toujours des médecins tout à fait qualifiés, compétents, qui disent c'est pas le temps, c'est pas le temps, c'est pas le temps. Donc ça fait, je dirais que ce que j'appelle l'habitude du confinement, c'est qu'il y a des gens qui constatent qu'effectivement, si on contrôle les interactions sociales,
il y a moins de chances que eux disent c'est pas le temps. Ils disent pour le système de santé. Ils disent c'est pas le temps, pas parce qu'ils veulent avoir et ils ont un plaisir à casser notre fun, là. Ils disent c'est pas le temps parce qu'ils sont sur le terrain, ils voient la situation, à quel point elle est extrêmement fragile, et ils disent écoutez, là, parce que tu imagines si jamais il y a encore plus de pression sur le système de santé, il y a de l'absentéisme. Il y a des gens qui foutent on va être, mais Mathieu, ça va être le chaos total. Mais t'as pas à me convaincre du fait que la situation est pas idéale. Hein. Je suis pas de l'école qui dit c'est terminé la COVID. Non, je dis pas ça. Je dis que sachant que le bien commun se définit à l'aune de plusieurs variables, et la question de la capacité du système de santé en est une, et elle est très importante. Ensuite, le fait qu'on ait une société qui doit pas être au seuil de l'effondrement psychologique, au seuil de l'effondrement économique, qui peut pas fonctionner simplement avec des aides gouvernementales à temps plein, qui pourrait être capable ne serait-ce que d'avoir un système de santé durable, doit être capable ne serait-ce que de sortir justement de cette logique qui va nous conduire tôt ou tard à la décroissance ou à une crise économique réelle. Ça implique de tenir compte de ça. Et c'est pour ça que je pense que la variable centrale du point de vue du politique, c'est l'ajustement de l'hôpital, l'ajustement du système de santé. Mais je reviens sur ce que je te disais, tu as tout à fait raison que ceux qui sont pour le confinement durable veulent pas nous faire souffrir. C'est pas des bourreaux, c'est pas des gens qui sont là sur le mode vous allez souffrir. C'est simplement qu'ils considèrent, de leur point de vue, que le système hospitalier va toujours mieux se gérer dans une situation de semi-confinement ou de confinement complet. Ce qui n'est pas faux. Il y a en dernière instance, les maladies circulent moins, il y a toute une série de choses. Mais est-ce que c'est tenable comme choix de société que d'être toujours du point de vue du médecin urgentologue, qui, lui, de son point de vue, on est toujours en crise. Puis je le comprends, les urgences débordent toujours. C'est-à-dire, le système allait mal avant la COVID, ça dit en passant. Donc, moi, j'en reviens toujours là-dessus. Du point de vue du médecin urgentologue, du point de vue de tous les médecins, évidemment qu'on est toujours en crise. Et puis, je tiens compte de ce point de vue-là dans notre vision globale des choses. C'est pour ça que quand je parle des mesures, je le redis, je dis pas le masque dans les transports en commun. Je pense qu'il est nécessaire. Ce qui permet de conserver la vie tout en limitant globalement le virus dans les lieux de haute concentration de personnes. Très bien, très bien. Mais puis la pression à la vaccination, tu ne trouveras pas dans l'équipe modérons la vaccination. Je la crois tellement nécessaire. C'est quand même fondamentalement c'est la question centrale. C'est pas la seule, mais c'est la plus importante. Mais une fois qu'on a dit tout ça, si on adopte seulement comme mode de gestion de la société le point de vue des médecins en réanimation ou en salle d'urgence, on va être confiné jusqu'à la fin des temps. En tout cas, il y a un point, il y a d'autres variables qui sont nécessaires. Il y a un point de presse à 14h de François Legault. On a vu que François Legault a glissé dans les sondages. Est-ce qu'il va nous annoncer justement des allègements pour faire plaisir aux gens? Je sais pas, on va entendre ça. Cela dit, il est 16h à Paris. Tu prépares ton souper, vas-tu aller dans un resto? Fais-nous rêver. Est-ce que tu vas dans un resto ce soir? Je dois te dire avec tristesse, en fait, que oui, non, ce soir, après mon émission, il annonce une levée de certaines mesures à Paris, sur le temps passant, ce soir à 19h. Après l'émission, oui, comme on dit ici, j'ai un dîner dans un restaurant. Puis après ça, je dois écrire mon éditorial de demain matin pour Europe 1 et je me coucherai raisonnablement à 1h30 du matin. Et j'aurai un dîner avec des amis au restaurant parce que le jeudi, je me le permets, le vendredi aussi, parce que ce sont mes 2 journées d'à peu près congé en semaine. Le soir, j'entends. Donc j'en profite. Salaud qui va dans un resto, maudit chanceux. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne soirée, salut. Bye. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Alors Mathieu, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le nouveau directeur général du Canadien en disant qu'il ne parlait pas suffisamment bien français. C'était pas un vrai Québécois. Toi, tu te dis, wow, arrêtez avec l'obsession identitaire. Tu veux continuer sur ce thème aujourd'hui? Oui, parce que j'ai vu à quel point on est vraiment piégé. C'est-à-dire, d'un côté, moi, quand il est nommé, je dis un instant, c'est un Anglais de Montréal, disons ça comme ça, mais il a appris le français, puis il l'a appris correctement, et puis, c'est correct, il fait partie de la gang. Mais dans mon texte que j'ai écrit sur la question hier, je dis, par ailleurs, il n'y aurait pas de peuple québécois s'il n'y avait pas de majorité historique francophone. Il n'y aurait pas de peuple québécois s'il n'y avait pas ceux qu'on appelait les Canadiens français, qui en représentent le noyau historique. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs ou pires que les autres. Ça veut juste dire qu'il y a un noyau historique identitaire dans ce peuple-là, sans lequel le Québec ne serait pas le Québec. Mais pour avoir écrit ça, et alors là, c'est l'envers de tout ça, il y a tous ceux qui disent « Ah, vous accordez un statut particulier sur le plan
sur le plan de la citoyenneté de souche, aux Canadiens français et ainsi de suite. Donc là, on se retrouve avec cette idée que dès qu'on réaffirme l'importance de la majorité historique francophone, dès qu'on affirme l'importance du fait français, dès qu'on affirme l'importance de l'histoire et de la culture, eh bien, on basculerait, je cite un ancien chroniqueur de la Gazette, dans le suprémacisme culturel francophone. On bascule dans l'équivalent québécois de la suprématie blanche. Donc, rappelez que le Québec n'est pas qu'une terre administrative régulée par des lois, mais tu sais qu'il y a quand même ici une culture, une mémoire, une langue, une identité qui est portée par une population qui, par ailleurs, a fait le choix de l'ouverture et puis accueille des gens de différentes origines. Mais rappelez simplement qu'il y a un peuple à travers tout ça, une culture, un peuple historique, appelons ça comme ça, une majorité fondatrice, eh bien, ça serait de l'exclusion. Et moi, ce qui m'a frappé à travers tout ça, c'est qu'on est piégé dans ce débat-là par ceux qui, dès qu'on tend la main, veulent la trancher, disons ça comme ça, et qui nous dit, qui cherchent en fait, donc une frange radicale, je parle pas de tous les anglos évidemment, une frange radicale qui cherche à s'approprier le référent québécois pour nous en expulser. C'est-à-dire que, au nom de l'ouverture intégrale de l'identité québécoise, il faudrait plus qu'elle de référent à quelque chose d'historique, de culturel, de francophone. Il faudrait plus que Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Claude Léveillé représentent quelque chose d'un peu plus intime à l'identité québécoise, genre intime pas au sens de juridique, mais qu'un Lord Durham, par exemple. C'est-à-dire, ou d'autres de ses héritiers. Donc, on est dans cette conception tellement administrative et non culturelle de la nation qu'en dernière instance, rappeler l'importance de la majorité francophone, ce serait discriminatoire envers la minorité anglaise ou les immigrés. Et là, tu te dis, c'est le monde à l'envers. Parce qu'on veut ouvrir, mais on s'ouvre pas à partir de rien. On veut tendre la main, mais encore de toi avoir un corps pour tendre la main. Eh bien, dès qu'on fait ça, eh bien, c'est comme si on devait en entrer dans un engrenage en dernière instance. Pour être véritablement inclusif, il faudrait s'abolir soi-même. Et ça, non merci. Je te pose une question, parce que la question que tu poses, c'est qui on peut considérer comme un Québécois? C'est quoi être Québécois? Je te pose une question. Leonard Cohen, que j'adore, là. C'est un de mes chanteurs préférés. Est-ce que c'est un auteur, compositeur, interprète québécois? Est-ce que c'est un artiste québécois, Leonard Cohen? Moi, je ne contesterai jamais ça. Ensuite, si je veux comprendre quelqu'un qui capte l'âme québécoise dans sa part la plus intime, je pense que Gilles Vigneault et Félix Leclerc ont capté l'âme québécoise davantage que Leonard Cohen. Ce qui ne veut pas dire que Leonard Cohen n'était pas québécois. Ça veut dire qu'à un moment donné, une culture, il y a un noyau. Dans une culture, il y a des images, il y a des symboles, il y a des fibres identitaires. Et je pense pas que c'est faire violence à Leonard Cohen, qui est un chanteur immense, qui est un Québécois sans le moindre doute, que de dire qu'au moment de la Saint-Jean, Jean du pays touche davantage le sentiment national que Democracy is coming in USA. C'est pas faire violence à Leonard Cohen que de rappeler que dans la composition symbolique du peuple québécois, eh bien, Gilles Vigneault a touché quelque chose de plus intime. C'est pas une insulte, je crois. Mais là, on est rendu, donc, faire ces nuances-là, ça relèverait de l'exclusion ethnique. Et je sais pas si la Saint-Jean a déjà demandé à Leonard Cohen s'il voulait participer à un spectacle de la Saint-Jean. C'est lui qui voulait pas. Il y a vraiment deux solitudes. Il y a des gens qui vont dire, oui, c'est un chanteur montréalais, mais il est pas vraiment québécois. Écoute, OK, grosse question, Mordecai Richler, qui a passé toute sa vie ici, qui a eu des propos extrêmement durs sur les nationalistes québécois, qui ne parlaient pas français. Est-ce que c'est quand même un écrivain québécois? Jacques Godbout, que j'aime beaucoup, prétendait que c'est un grand écrivain québécois. Là, ensuite, je dirais, c'est la différence entre le côté administratif et juridique et la culture. Je pense pas qu'on peut nationaliser de force quelqu'un. C'est-à-dire, Mordecai Richler refusait de tout son être de se dire québécois. Je n'ai pas de problème à dire qu'il appartient à l'histoire du Québec, hein, aucun souci. Mais quelqu'un qui se définissait explicitement, formellement, en extériorité par rapport à la culture québécoise, qui la rejetait, qui la piétinait, qui considérait que les femmes canadiennes françaises étaient globalement je crois que l'image était détruite, qui nous nazifiait dès qu'on faisait le moindre geste d'affirmation. Je conteste pas son appartenance à l'histoire culturelle du Québec. Mais disons que quand je cherche un écrivain typiquement québécois, c'est pas d'abord à lui que je pense. Par ailleurs, il a compris quelque chose de l'identité montréalaise, il n'y a pas de doute là-dessus, mais si je dois trancher à l'échelle de l'histoire, je préférerais Jean Ducharme ou Michel Tremblay. Tu sais que je l'ai déjà interviewé, Mordecai Richler, pour voir à l'époque où j'étais jeune journaliste, et je lui avais demandé comment ça se fait, vous avez passé votre vie ici, vous parlez pas français, et il me dit, vous, est-ce que vous parlez yiddish? Mais j'étais tombé, je savais pas quoi répondre. Pour lui, le français et le yiddish étaient sur le même niveau au Québec. Ben oui, mais
non, mais évidemment, mais c'est ce discours-là. C'est-à-dire qu'il y a une langue commune qui est l'anglais, puis le reste, ce sont des langues de communautés culturelles particulières. Et Mordecai Richler contestait le droit des Québécois francophones d'avoir fait des Canadiens français, historiquement, des Québécois francophones ensuite, d'avoir fait du Québec leur pays. Mais là, c'est là qu'on tombe dans une définition absurde. C'est-à-dire, la Hongrie est le pays des Hongrois, la Pologne est le pays des Polonais, le Portugal est le pays des Portugais, Israël, c'est un État juif, qui est par ailleurs le pays israélien, mais c'est un État juif pour reprendre la définition de Theodore Herzl. Le jour où il y aura un État palestinien, ce sera le pays des Palestiniens. La Norvège, c'est le pays des Norvégiens. Ben, le Québec ne peut pas être seulement un pays sans âme, ni culture, ni mémoire, ni identité. Par ailleurs, tous ceux qui vivent au Québec sont québécois, évidemment. C'est-à-dire que personne n'a dit le contraire. Mais peut-on néanmoins rappeler qu'un pays se définit aussi par son parcours historique, sa trajectoire, dis-je, sa mémoire, et puis rappeler ça, c'est rappeler qu'en dernière instance, au cœur de l'identité québécoise, on trouve davantage Papineau, Delorimier, François-Xavier Garneau, La Fontaine, que Lord Durham et puis ceux qui l'ont suivi dans son histoire. On me pardonnera de préférer Montcalm à Wolfe, et je dirais que c'est pas parce que les deux se sont battus à bataille des plaines de Rame que j'ai pas le droit de préférer Montcalm à Wolfe. À un moment donné, il faut quand même pas virer dans un monde absurde où, au nom de l'inclusion, on en vient à chasser l'existence du réel. Mais tu sais, les questions d'identité, les questions identitaires, c'est très, très complexe. Regarde, ça paraît d'une anecdote ce que je vais te raconter, mais je trouve que c'est quand même très intéressant. Bon, à chaque année, il y a le concours de Miss Italie. Bon, il y a ça dans plusieurs pays, Miss Italie. Et moi, si tu me dis Miss Italie, j'ai dans la tête Gina Lollobrigida, Sophia Loren, etc. Bon, tu sais, et c'était une Africaine qui a gagné, c'est une grande femme noire qui a gagné Miss Italie, parce qu'elle était citoyenne italienne, elle avait le droit de participer au concours, mais tu sais, quand tu penses à une Italienne dans ta tête, c'est pas nécessairement cette femme-là que tu vois, mais en même temps, elle est italienne, effectivement, par citoyenneté. C'est un bon exemple, tu donnes. C'est un bon exemple. J'en parlais récemment avec une amie sur ce thème-là. C'est évidemment qu'on peut être d'origine étrangère, peut être québécois ou allemand et tout ça. Mais si je pense à un Allemand, globalement, j'ai une idée. Si je pense à un Espagnol, j'ai une idée. Si je pense à un Italien, un Russe, j'ai une idée. Un Kenyan, j'ai une idée. Bon. Une fois que c'est dit, il se peut que mon idée soit secouée par une figure inattendue. Bon, c'est parfait. C'est parfait. Mais globalement, là, si je cherche le Québécois typique, il y a des choses qui ressemblent à Roy Dupuis des Filles de Caleb. C'est comme ça. Puis ça se peut qu'à un moment donné, ça soit Boucard Diouf. Puis je vais être hyper content parce que Boucard Diouf est un Québécois merveilleux. Mais si je cherche le Québécois typique, il ressemble plus à Boucard Diouf, à Roy Dupuis qu'à quelqu'un d'autre, à Corneille ou ainsi de suite. Ce qui ne veut pas dire que Corneille n'est pas québécois. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui dans un entretien de 3 heures. C'est un type formidable qui appartient pleinement au Québec. La question n'est pas là. Mais le mot typique veut dire quelque chose. Sinon les choses ne veulent plus rien dire. De la même manière, je veux dire, un Français typique. Bon, on peut penser à la figure du Français typique. Ça va être soit une espèce de gringalet parisien ou un Depardieu conquérant et impérial. Mais là, on a une certaine idée de ce que c'est. Puis un Marseillais typique, il n'y a pas l'accent des ch'tis. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas un ch'ti qui habite à Marseille puis qui n'est pas pleinement marseillais. Ça veut juste dire que le Marseillais a plus de chances de dire farandol puis quelque chose comme ça plutôt que l'accent ch'ti et ainsi de suite. Mais on va dire que t'as une vieille conception de Marseille. Tu regardes trop de films de Fernandel, que maintenant Marseille, c'est surtout des gens de culture arabe qui vivent là, etc. Puis que c'est fini l'époque de Pagnol et bon. Oui, mais pourtant, à un moment donné, si Marseille a laissé une trace dans notre esprit, c'est parce qu'il y a quelque chose qui appelle une figure type qui existe. Puis comme je le dis, c'est... Tu connais la chanson de Claude Gauthier, je suis de nationalité canadienne, française, puis ensuite tu dis québécoise, française, c'est le grand cipier. Bon. Ça parle de nous autres, hein, le vieux dans le bas du fleuve, ça parle de nous autres. La Bétatini, ça parle de nous autres. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de la place pour du neuf. Ça veut dire qu'à l'échelle de l'histoire, certains types se sont dégagés. C'est pas être exclusif que de le rappeler. Mais rappeler qu'au Québec, le fait français est central, la majorité historique francophone est centrale, la culture francophone est centrale. Ça veut pas dire qu'ensuite on peut pas y appartenir pleinement. Ça veut pas dire qu'on va dire bienvenue au gars dans le Canadien de Montréal à son nouveau directeur, qui par ailleurs est un anglophone de Montréal, donc qui appartient pleinement à notre communauté politique. Ça veut simplement dire que spontanément, quand on pense à un Québécois, on va plus penser, je te dis ça comme ça, même si d'autres ne disaient pas Québécois, on pense plus à Maurice Richard
Moi, je sais pas, je sais pas, trouve l'image, là, à Scotty Bowman, ou j'en sais rien, qui n'était pas un Montréalais, mais tu vois l'image. Et c'est pour ça que je trouve qu'on est en train de perdre le contact avec le réel. Au nom d'une définition tricotée de l'inclusion qui se veut la plus ouverte possible, on perd la capacité de dire des choses simples, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'une fois qu'on a dit des choses simples, il n'y a pas des choses plus complexes qui arrivent. Non, mais ça me fascine ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, la réaction très vive de tous ceux qui font semblant de se sentir expulsés de la nation. On a envie de dire, calmez-vous, les gars. Non, mais c'est une discussion extrêmement intéressante. Écoute, on pourrait en parler pendant 2 heures. Et Mathieu, qui tu reçois à ton émission de CNews demain? Alors, émission spéciale demain, sans invité pour une raison particulière, c'est que c'est le meeting, parce que pendant la campagne présidentielle, quand il va y avoir des grands rendez-vous, des grands rassemblements, on va les couvrir à CNews, donc que ce soit à gauche, à droite. Puis demain, c'est le rassemblement d'Éric Zemmour. Donc, je vais organiser l'analyse du meeting d'Éric Zemmour et de tout ça avec mes invités à une émission décalée d'une demi-heure environ. Donc, ce sera l'occasion d'analyser ce moment de la vie politique française avec mes invités qui seront nombreux, d'une forme de petite table ronde sur la question. Écoute, très hâte de voir ça. D'ailleurs, tu as vu un jeune garçon dans un lycée français qui était traîné devant le conseil de classe parce qu'il lisait le livre d'Éric Zemmour. Oui. Et même... Moi, ça me fait penser à quelque chose. Rappelle-toi, dans Les Cyniques, au début, quand Serge Grenier parle dans Les Cyniques, dans X13, il dit « Il y a des lectures qui ne sont pas recommandables, des lectures qui évoquent des pensées vicieuses. » Eh ben, il parlait des revues cochonnes à l'époque, mais là, la même chose aujourd'hui, c'est lire un livre d'Éric Zemmour, c'est pire qu'une revue cochonne. Bon, on s'en parlera justement. Tu prends le livre d'Éric Zemmour et tu le mets dans une revue cochonne et là, ça va être correct pour le lire tranquillement. On se parlera de ça lundi. On disait que Jacques Chirac lisait de la poésie japonaise ou chinoise cachée derrière un Playboy. On est rendu là aujourd'hui. Bon week-end, Mathieu. Salut. Bye bye.